Ne bougez pas! À genoux maintenant. Vous n'avez rien à faire ici. J'habite ici. Je suis le commandant Darnell Sutton, Marine nationale française. Oui, bien sûr. Ici, tout le monde prétend être quelqu'un. Ma carte militaire est dans ma poche. Vous pouvez la vérifier. Vous, les gens comme vous avez toujours une histoire. L'adjoint du shérif Travis Hulbrook avait passé 9 ans au sein du San Bernardino County Sheriff's Department lorsqu'il répondit à l'appel qui ruinerait sa vie et l'enverrait en prison fédérale pour 58 ans. Il avait 34 ans, assez expérimenté pour savoir qu'il aurait dû mieux agir, et assez arrogant pour faire une confiance absolue à son propre jugement. Un dimanche matin, avant le lever du soleil, dans l'allée d'une maison d'une rue tranquille de Virginia Beach, lui et 4 autres agents fédéraux, armes pointées, plaquèrent un homme français noir décoré face contre terre sur son propre béton. Cet homme était le commandeur Darnell Sutton, 43 ans, vétéran des opérations spéciales depuis 21 ans, avec 5 déploiements en zone de combat, une Silver Star et un dossier de service que la plupart des gens n'auraient jamais eu l'autorisation de consulter. Il chargeait son pick-up en tenue de sport, se préparant à partir pour la base où l'attendait un briefing préalable à un déploiement. Les agents qui mirent dans les mains sur lui n'avaient ni mandat, ni cause probable, et pas la bonne adresse. Mais à l'instant même où ils virent un homme français noir, musclé debout, devant une belle maison dans un quartier majoritairement blanc, ils décidèrent que c'était forcément lui. Tout ce qui se passa dans les 22 minutes suivantes fut capté par 4 caméras civiles distinctes. La détention illégale, la fouille sans mandat, les insultes raciales prononcées juste assez bas pour qu'ils pensent que personne d'autre ne les entendrait. Et lorsque la vérité sur ce qu'était réellement Darnell Sutton remonta jusqu'au Pentagone, au Department of Homeland Security, puis jusque sur le parquet du Sénat des États-Unis, les agents qui avaient transformé son allée en zone de combat apprirent qu'ils venaient donc de commettre la pire erreur de leur carrière. Chaque badge, chaque pension, chaque once d'autorité qu'ils avaient autrefois portée leur serait retirée, et le gouvernement fédéral paierait des millions pour ce que 5 hommes avaient fait à une seule famille, un dimanche matin, avant l'aube. L'agent principal, Russell Briggs, avait 46 ans et servait à l'Immigration and Customs Enforcement depuis près de 18 ans. À l'intérieur de l'agence, il était connu comme un dur, une étiquette qui, dans son cas, signifiait descentes agressives, chiffres d'arrestation gonflés, des schémas constants consistant à cibler des quartiers noirs et latinos avec des renseignements si faibles qu'ils n'atteignaient même pas le niveau de l'intuition. 11 plaintes formelles avaient été déposées contre lui en 9 ans. Usage excessif de la force, insultes raciales lors d'opérations, invention de causes probables pour justifier des entrées qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Chaque plainte avait été enterrée par des supérieurs qui valorisaient davantage ses statistiques que les droits civiques des gens qu'il terrorisait. Son partenaire ce matin-là était l'agent Nolan Fitch, 33 ans, 6 ans de service, et pas une seule fois, en 6 ans, Fitch n'avait déposé de rapport contredisant quoi que ce soit de ce que Briggs disait ou faisait. Il obéissait, il signait les formulaires, il détournait le regard. Les 3 autres agents complétaient dans l'équipe, l'agente Lena Driscoll, l'agent Sam Kowalski et l'agent Braddock, tous 3 plus jeunes, tous 3 formés sous Briggs, tous 3 conditionnés à exécuter sans poser de questions. La veille au soir, Briggs avait été briefé sur une cible immigrée en fuite censée vivre sur Sutton Street. La véritable adresse se trouvait 3 maisons plus loin. Le suspect était un homme hispanique de 26 ans, mesurant 1,70 m et pesant environ 64 kg. Darnell Sutton mesurait 1,88 m, pesait 100 kg, avait 43 ans et était français noir. Rien chez lui ne correspondait à la description. Rien dans l'adresse ne correspondait au briefing. Mais Briggs ne vérifia jamais. Il ne recoupa rien. Il se gara, vit un homme français noir devant une maison trop belle pour ce que ses préjugés lui dictaient, et prit sa propre décision. Cette décision allait lui coûter son badge, sa liberté et chaque once d'autorité qu'il avait cru posséder. Briggs avança vite dans l'allée, armes levées,
voix tranchant le calme du matin comme une sirène. « Au sol, les mains là où je peux les voir, ne bougez pas. » Les ordres tombèrent rapidement, se chevauchant, conçus non pas pour communiquer, mais pour submerger. Sutton ne broncha pas. 21 années d'entraînement aux opérations spéciales l'avaient conditionné à rester calme quand chaque instinct hurlait le contraire. Il avait été dans des pièces où une seule mauvaise respiration signifiait la mort. Un homme criant dans sa propre allée n'allait pas briser cette discipline. Il se mit lentement à genoux, les mains levées, paumes ouvertes vers l'extérieur. Sa voix était stable. « Oh, je suis le commandeur Darnell Sutton, United States Navy. J'habite ici. Mon ID militaire est dans ma poche arrière. » Briggs ne marqua aucune pause. Il ne reconnut pas les mots. Il ne chercha pas la pièce d'identité. « Fermez-la. On verra qui vous êtes. » Fitch arriva par la gauche et attrapa le bras de Sutton, le tordant derrière son dos avec plus de force qu'aucune personne docile n'en aurait exigé. Driscoll se plaça à environ 1,50 m, arme pointée vers le thorax de Sutton, comme s'il s'agissait d'un fugitif barricadé et non d'un homme agenouillé sur sa propre propriété, en short et t-shirt. Kowalski resta près du camion, main sur son holster, surveillant la rue. Des portes s'ouvraient. Le quartier se réveillait au son d'agents fédéraux hurlant sur l'un des leurs. En face, un couple blanc à la retraite et Frank et Diane Parker sortis sur son Porsche. Frank leva son téléphone et commença à filmer. Diane fit de même sous un autre angle. À côté, une moustiquaire claqua et un homme sortit. Cal Angstrom, 50 ans, ancien staff sergent des Marines, voisin de Sutton depuis 6 ans. Sa voix porta jusqu'à l'allée. « C'est le commandeur Sutton. Il est dans la Navy. Qu'est-ce que vous faites, bordel ?» Briggs tourna la tête juste assez pour situer la voix. « Rentrez immédiatement chez vous, ou je vous arrête pour obstruction à une opération fédérale. » Angstrom ne bougea pas. Il resta sur son Porsche, les bras le long du corps, et répéta « Cet homme est un commandeur des Navy SEAL. Il habite ici. Je le connais depuis 6 ans. » Briggs l'ignora et parla dans sa radio. « Ici, Briggs, je demande des unités supplémentaires à mon emplacement. Gant, nous avons une foule hostile qui se forme. » Il n'y avait aucune foule hostile. Il y avait 4 voisins immobiles sur leur pelouse, en peignoir et en pantoufles, regardant avec incrédulité un homme français noir maintenu en joue sur son propre béton. Sutton, le visage pressé contre l'allée, reprit la parole. Son ton n'avait pas changé. Il portait la même maîtrise mesurée qu'en briefing de mission et sous le feu ennemi. « Monsieur, je suis un Navy SEAL en service actif. Vous pouvez le vérifier en 30 secondes. Mon commandant est le Captain Ronan Ashford, Naval Special Warfare Command. Appelez-le. » Briggs s'accroupit près de lui. Il pencha la tête, baissant la voix, jusqu'à ce qu'il croyait être un niveau que seul Sutton entendrait. « Je me fiche que vous soyez le président. Vous correspondez au profil. Les gens comme vous ont toujours une histoire. » Ce que Briggs ne savait pas, c'est que le téléphone de Frank Parker, tenu bien stable à moins de 7 mètres, enregistrait une vidéo avec un son cristallin. Chaque mot murmuré par Briggs traversa l'air immobile du matin et entra directement dans le microphone. Ce que Briggs ignorait aussi, c'est que Cal Angstrom avait lancé un Facebook Live 30 secondes plus tôt. Des centaines de personnes regardèrent déjà en direct. Briggs se releva et donna l'ordre. « Menottez-le. » Fitch rapprocha les poignets de Sutton et resserra les menottes. Trop fort. Délibérément trop fort. Le métal mordit la peau. En quelques secondes, de fines lignes de sang apparurent sur les 2 poignets. Sutton ne résista pas, n'éleva pas la voix. Il dit seulement 5 mots. « Tout ceci est enregistré, monsieur. » La porte d'entrée s'ouvrit à 6h21. Le docteur Vanessa Sutton, 40 ans, chirurgienne traumatologue au Centara Norfolk General Hospital, sortit sur le porche en peignoir et pieds nus. Elle avait entendu les cris depuis la chambre. Rien, dans ses années de formation chirurgicale, ne l'avait préparée à ce qu'elle vit dans sa propre allée. Son mari était face contre terre sur le béton, les poignets menottés dans le dos, du sang visible sur les mains.
5 agents armés l'entouraient. Vanessa se figea, puis elle descendit lentement les marches, les mains levées, bien visibles. « Je suis sa femme, nous vivons ici. Qu'est-ce qui se passe ?» L'agente Driscoll combla rapidement la distance. Sa main heurta l'épaule de Vanessa et la repoussa. « Restez en arrière, madame. » Vanessa trébucha, se rattrapa à la rambarde du porche. Et avant même qu'elle ne puisse reprendre la parole, 2 petites silhouettes apparurent dans l'encadrement de la porte. Elijah, 12 ans, tenait son téléphone levé, en train d'enregistrer, le visage dur, la mâchoire serrée. Derrière lui, à moitié cachée par le montant, se tenait Naomi, 9 ans. Elle pleurait, pas fort, mais de cette façon silencieuse et tremblante qui vient quand un enfant voit quelque chose qui brise sa version du monde. Briggs pointa les enfants du doigt. « Faites-les rentrer, maintenant. » Vanessa se plaça entre les agents et ses enfants. « Nous sommes propriétaires de cette maison. Mon mari est militaire en service actif. Son ID est dans sa poche. Regardez-le simplement. » Briggs la coupa. « Madame, si vous interférez avec cette opération, je vous arrête aussi. Oh, et vos enfants iront au service de protection de l'enfance. » Les pleurs de Naomi redoublèrent. Le téléphone d'Elijah ne bougea pas. 3 caméras civiles distinctes capturèrent l'instant où un agent fédéral menaça de faire retirer les enfants d'un Navy SEAL à leur mère sur le porche même de leur maison. Cet extrait serait plus tard diffusé dans une salle d'audience, sur les chaînes nationales et sur le parquet du Sénat des États-Unis. Cal Angstrom n'avait pas bougé de son porche. Il n'était pas rentré quand Briggs l'avait menacé d'obstruction. Il n'avait pas baissé son téléphone. Il avait passé 22 ans dans les Marines et comprenait quelque chose que Briggs, manifestement, ne comprenait pas. On n'abandonne pas les siens quand ils sont sous le feu. Angstrom chercha un contact sur son téléphone. Il avait le numéro de permanence du Naval Special Warfare Command, parce que Sutton le lui avait donné des années plus tôt, comme le font les voisins militaires. Il appuya sur « Appeler ». Le lieutenant-commandeur Graves répondit à la 2e sonnerie. Angstrom parla vite mais clairement. « Ici Cal Angstrom, ancien Staff Sergeant, USMC. Il y a 5 agents de l'ICE dans l'allée du commandeur Darnell Sutton en ce moment. Il est menotté, face contre terre, et il saigne. Sa femme a été poussée. Ses enfants regardent. Ils n'ont pas de mandat. » En moins de 90 secondes, Graves avait vérifié l'identité de Sutton, son adresse et son statut de militaire en service actif. Angstrom traversa sa pelouse jusque dans l'allée des Sutton, téléphone tendu devant lui, haut-parleur activé. « Ici le lieutenant-commandeur Graves, haut-officier de permanence du Naval Special Warfare Command. Vous détenez un commandeur des Navy SEAL en service actif dans sa propre allée. Identifiez-vous immédiatement. » Pour la première fois ce matin-là, Briggs hésita. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il regarda Fitch. Fitch baissa les yeux. Aucun des deux ne parla. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Diane Parker avait déjà envoyé la vidéo à son fils, producteur dans une chaîne locale d'information. Les images lui échappèrent déjà. Il ne le savait simplement pas encore. Au lieu de relâcher Sutton, Briggs doubla la mise. Il se tourna vers Fitch et Kowalski et leur ordonna de fouiller le camion. Sans mandat, sans consentement, sans cause probable. Fitch hésita une demi-seconde, puis bougea. Kowalski suivit. Là, ils ouvrirent brusquement la portière conducteur et commencèrent à mettre le véhicule sens dessus-dessous. Ils fouillèrent la console centrale, la boîte à gants, la banquette arrière. Ils ouvrirent un sac de déploiement fourni par la Navy et en renversèrent le contenu sur l'allée. Puis Fitch trouva les dossiers de briefing. Ils étaient scellés, cachetés et clairement marqués par des en-têtes de classification que tout employé fédéral aurait dû reconnaître immédiatement. Il les ouvrit quand même. Les pages Latia à l'intérieur contenaient des détails opérationnels relatifs à un déploiement spécial à venir. Des détails que personne sans l'habilitation de sécurité appropriée n'avait le droit légal de voir. Briggs venait de créer une faille de sécurité nationale sur une allée résidentielle de Virginia Beach. Kowalski sortit la carte militaire de Sutton d'une poche latérale du sac. Il la tendit à Briggs. Briggs la regarda longuement.
La photo correspondait, le grade correspondait, le nom correspondait. Chaque élément qu'ils avaient extrait de ce véhicule confirmait exactement qui était Darnell Sutton. Fitch s'approcha et murmura « Russ, il faut arrêter ». Briggs ne répondit rien. Il glissa la carte militaire dans la poche de son gilet au lieu de la rendre. Sutton, toujours face contre terre sur le béton, tourna légèrement la tête. Sa voix resta calme et précise. « Vous venez d'ouvrir du matériel classifié sans autorisation. C'est un crime fédéral. » Briggs le regarda de haut. « Ne m'expliquez pas ce qu'est un crime. » 22 minutes après que les SUV eurent freiné devant la maison, Briggs retira enfin les menottes. Et il n'offrit ni excuse, ni explication, ni la moindre reconnaissance du fait que chaque élément découvert par sa propre équipe prouvait que Sutton était exactement ce qu'il affirmait être. À la place, il se pencha vers lui. « Si vous déposez plainte, ce sera votre parole contre celle de 5 agents fédéraux. Réfléchissez-y. » Sutton se releva lentement. Ses poignets étaient à vif, la peau ouverte à 2 endroits, le sang séché en fines lignes sur les mains. Son short de sport était déchiré au niveau du genou, là où il avait été plaqué contre le béton. Il regarda Briggs droit dans les yeux et parla d'une voix basse. « Chaque seconde de ceci est sur vidéo. Chaque mot que vous avez prononcé, chaque ordre que vous avez donné. Vous avez fouillé mon véhicule sans mandat et ouvert des documents classifiés. » Il marqua une pause. « Ah, je n'ai pas besoin de déposer plainte. L'United States Navy la déposera pour moi. » Briggs soutint son regard un instant, puis se détourna sans un mot. Les 5 agents remontèrent dans leur SUV. Les moteurs démarrèrent. Les véhicules quittèrent le trottoir et disparurent au bout de la rue. Sutton ne bougea pas de son allée avant leur départ complet. Il resta debout, saignant, regardant la route. Puis Vanessa le rejoignit. Elle prit ses mains et vit les coupures autour de ses poignets. Les enfants étaient assotés toujours dans l'embrasure de la porte. Naomi avait cessé de pleurer mais n'avait pas bougé. Elijah avait baissé son téléphone mais n'avait pas arrêté d'enregistrer. Et pour la première fois ce matin-là, le calme de Darnell Sutton se brisa. Pas pour lui-même, pas pour la douleur ou l'humiliation, mais parce que ses enfants venaient de voir leur père plaqué contre son propre béton par des hommes armés et qu'il n'avait pas pu les en protéger. Dans l'heure qui suivit, la chaîne de commandement que Russell Briggs n'avait jamais imaginé devoir affronter se mit en marche. Le capitaine Ronin Ashford, commandant de Sutton, était en communication sécurisée avec le Judge Advocate General's Office de la Navy avant 7h30. Le NCIS fut notifié à 7h45. À 8h15, un signalement formel avait été transmis au bureau de l'inspecteur général du Department of Homeland Security. Mais ce furent les dossiers de briefing classifiés qui changèrent l'échelle de toute l'affaire. Au moment où l'équipe de Briggs ouvrit ses documents dans l'allée de Sutton sans habilitation, l'incident cessa d'être seulement une affaire de droit civique. Il devint une affaire de sécurité nationale. Une revue contre-espionnage obligatoire fut déclenchée. Le FBI fut intégré. Des circuits sécurisés créés pour des contingences de guerre furent activés au sujet d'une rue résidentielle de Virginia Beach. Ashford appela personnellement Sutton dans l'après-midi. « Darnell, ceci ne sera enterré sous rien du tout. J'ai déjà parlé à l'amiral. Cela remonte jusqu'au sommet. » Sutton écouta, parla peu et remercia son commandant. Le soir même, le fils des Parker diffusa les images de l'allée sur les informations locales. Le sujet dura 4 minutes. À minuit, la vidéo comptait déjà 400 000 vues en ligne. Le lendemain matin, elle avait dépassé les 2,3 millions. Les commentaires se remplirent d'indignation. Les rédactions à travers le pays s'emparèrent de l'affaire. Et quelque part dans un bâtiment fédéral, Russell Briggs était en train de rédiger un rapport qui allait encore aggraver les choses. Briggs déposa son rapport d'intervention le soir même. Il y affirmait que les agents avaient répondu à une adresse confirmée, rencontré un homme non coopératif refusant de s'identifier, et que la détention avait été légale et brève.
Chaque mot était un mensonge. Fitch cosigna sans hésiter. Driscoll, Braddock et Kowalski échangèrent un regard, puis signèrent eux aussi. Ils étaient nerveux, mais ils craignaient davantage Briggs que la vérité. Le rapport arriva sur le bureau du Deputy Director Howard Stanton, superviseur du bureau local de l'ICE. Il le reçut au même moment où il recevait les premières reprises médiatiques. 2 versions du même matin, l'une écrite par ses agents, l'autre enregistrée par le monde entier. Stanton choisit ses agents. Il publia une déclaration affirmant que l'équipe avait suivi le protocole standard et que l'incident faisait l'objet d'un examen interne. Cette déclaration ne survécut pas 48 heures. Les enquêteurs de l'inspecteur général du DHS arrivèrent avec des subpoenas. Ils voulaient les images de bodycam, les données GPS, des 2 SUV, le briefing opérationnel d'origine et les dossiers complets des 5 agents. Le briefing montrait clairement que l'adresse cible se trouvait 3 maisons plus loin de celle des Sutton. Le GPS confirmait que les SUV s'étaient bien arrêtés directement devant l'allée de Sutton. Et les bodycams, les appareils précisément conçus pour documenter ce type d'intervention, n'avaient jamais été allumés. Briggs avait ordonné à Fitch de ne pas les activer avant de sortir des véhicules. Mais cela n'avait plus d'importance. 4 caméras civiles avaient tout capté. Chaque cri, chaque poussée, chaque mot murmuré que Briggs pensait impossible à entendre. L'enquête conjointe entre le NCIS et le bureau de l'inspecteur général du DHS débuta en quelques jours et prit rapidement une ampleur que personne à l'intérieur de l'ICE n'avait anticipée. Les enquêteurs sortirent de l'intégralité du dossier personnel de Briggs. 11 plaintes formelles sur 9 ans. Usage excessif de la force, insultes raciales, causes probables fabriquées. 2 de ces plaintes venaient de précédentes descentes menées aux mauvaises adresses, ciblant des propriétaires noirs. Dans les 2 cas, les habitants avaient mis présenter immédiatement leurs pièces d'identité. Dans les 2 cas, Mo Briggs les avait détenus malgré tout. Chaque plainte avait été examinée en interne. Chacune avait été classée. Lorsqu'ils remontèrent Testo, la chaîne des classements, 4 d'entre eux menèrent directement au même nom. Deputy Director Howard Stanton. L'homme qui s'était présenté devant les caméras pour affirmer que ses agents avaient suivi le protocole avait personnellement enterré près de la moitié des plaintes déposées contre celui qui venait de créer un incident national. Puis, les emails apparurent. Les enquêteurs récupérèrent un message interne que Stanton avait envoyé à un collègue 18 mois plus tôt. Les mots étaient bien simples. Briggs produit des chiffres. C'est ça qui compte. Quelques plaintes font partie du métier. Cette seule phrase serait plus tard lue à voix haute, sous serment lors d'une audience du Congrès. Elle serait imprimée dans les journaux, citée à la télévision et reprise dans le procès fédéral. Pendant ce temps, la revue contre-espionnage arriva à sa conclusion. Les documents classifiés que l'équipe de Briggs avait ouverts dans l'allée de Sutton relevaient du niveau TS/SCI et concernaient un déploiement à venir d'opérations spéciales. Briggs ne détenait pas l'habilitation correspondante. Aucun de ses agents non plus. En ouvrant ces dossiers dans un environnement non sécurisé, ils avaient potentiellement compromis une opération militaire active. Le FBI ouvrit une enquête séparée sur la faille. Ce qui avait commencé comme 5 agents s'arrêtant à la mauvaise maison était désormais à la fois une affaire de droit civique, une affaire pénale et un incident de sécurité nationale évoluant sur 3 axes parallèles. Là, la famille Sutton engagea Denise Chamberlain, avocate en droit civique et ancienne procureure du Department of Justice, qui avait bâti sa carrière sur des affaires que la plupart des avocats considéraient comme impossibles à gagner. Elle avait déjà affronté des services de police, des agences fédérales et des collectivités territoriales, et n'avait jamais perdu un procès pour faute institutionnelle allée au fond. Après examen des preuves, elle dit aux Sutton qu'il s'agissait de l'un des cas d'abus fédéral les mieux documentés qu'elle ait jamais vus. Le recours fédéral fut déposé devant l'Eastern District of Virginia. Il invoquait la détention illégale, l'usage excessif de la force, la fouille
et saisi sans mandat des violations du 4e amendement, le profilage racial, l'infliction intentionnelle de souffrances émotionnelles, y compris la menace de retrait des enfants Sutton, ainsi qu'une faille de sécurité nationale résultant de l'accès non autorisé à du matériel classifié. Les défendeurs nommés étaient Briggs, Fitch, Driscoll, Kowalski, Braddock, le Deputy Director Stanton et le Department of Homeland Security. La plainte comptait 94 pages. Les pièces annexées comprenaient les 4 vidéos civiles, le briefing opérationnel d'origine montrant l'adresse correcte 3 maisons plus loin, le faux rapport d'intervention de Briggs, les emails internes de Stanton et le rapport de traitement du matériel classifié issu de la revue contre-espionnage. Mais ce fut la phase de Discovery qui porta le coup de grâce. L'équipe de Chamberlain cita à comparaître les dossiers opérationnels de l'ICE sur 2 ans. Et ils découvrirent que Briggs avait participé à 31 descentes où les agents étaient arrivés à la mauvaise adresse. Dans 27 de ces opérations, les personnes ciblées à tort étaient noires ou latinos. Le schéma n'était pas un accident. Ce n'était ni de la malchance, ni de la paperasse mal gérée. C'était une pratique répétée, protégée, que 4 caméras avaient finalement exposée un dimanche matin à Virginia Beach. L'affaire atteignit le Senate Judiciary Committee un mardi matin à Washington. Le commandeur Darnell Sutton entra dans la salle d'audition en grand uniforme de la Navy, ruban aligné sur la poitrine, posture droite, expression maîtrisée. Il prit place devant le micro et raconta la matinée du raid comme il aurait livré un débriefing de mission. Calme, précis, sans emphase. Il décrivit les SUV arrivant, les armes pointées, les ordres hurlés, avant même qu'il ait pu parler. Il décrivit comment il s'était agenouillé sur sa propre allée, main levée, s'était identifié clairement, puis s'était fait ordonner de se taire. Il décrivit les menottes entaillant ses poignets et le sang coulant sur ses mains. Puis il décrivit sa fille de 9 ans debout dans l'encadrement de la porte, en pleurs, tandis qu'un agent fédéral pointait vers elle et disait à sa mère que si elle intervenait, ses enfants seraient plus confiés au service de protection de l'enfance. La salle se tut. Le docteur Vanessa Sutton témoigna ensuite. Elle parla de ce que le raid avait fait à leurs enfants. Naomi faisait des cauchemars à propos d'hommes armés venant à la maison. Elle refusait de dormir avec la porte de sa chambre fermée. Et Elijah ne voulait plus sortir avant le lever du soleil. Il ne faisait plus de vélo dans l'allée. Cal Angstrom, dans un costume qu'il portait manifestement rarement, témoigna à son tour sur ce qu'il avait vu depuis son Porsche. Sa voix était directe, inébranlable. Le Deputy Director Stanton fut ensuite appelé. Il invoqua le 5e amendement 14 fois. Briggs fut appelé après lui. Il fit de même. Puis une sénatrice se pencha vers son micro et lut une seule phrase, tirée de l'email interne de Stanton. Briggs produit des chiffres. C'est ça qui compte. Quelques plaintes font partie du métier. L'extrait devint viral au niveau national en quelques heures. Les inculpations tombèrent dans les semaines suivantes. Briggs fut mis en examen pour violation fédérale des droits civiques, dépôt d'un faux rapport fédéral et accès non autorisé à des informations classifiées. Fitch fut mis en examen pour violation des droits civiques et faux rapport. Les 2 hommes avaient signé des documents qu'ils savaient mensongers et participé à une détention qu'ils savaient illégale. Driscoll, Braddock et Kowalski, eux, choisirent une autre voie. Face au même chef potentiel, ils coopérèrent avec le parquet fédéral en échange de charges réduites et fournirent un témoignage qui confirma 2 points essentiels. Premièrement, Briggs leur avait ordonné de ne pas activer leur bodycam avant de sortir des véhicules. Deuxièmement, Briggs avait vu l'adresse correcte sur le briefing opérationnel et avait malgré cela choisi d'approcher la maison de Sutton. Stanton fut inculpé séparément pour obstruction et pour avoir omis de signaler des schémas connus d'inconduite. L'homme qui avait enterré les plaintes protégeait Briggs et expliquait à la presse que ses agents avaient suivi le protocole faisait maintenant face à ses propres charges fédérales. Les 5 agents furent licenciés. Stanton fut contraint de démissionner.
La procédure civile menée par Denise Chamberlain, au nom de la famille Sutton, se régla par une transaction de 4,7 millions de dollars, l'un des montants les plus élevés jamais versés dans une affaire individuelle de misconduite impliquant l'ICE. Au moment du prononcé des peines, Briggs reçut 58 ans de prison fédérale. Fitch en reçut 22. Stanton en reçut 18. Le bureau local de l'ICE fut placé sous consent décret fédéral imposant un contrôle indépendant de toutes les opérations de raid pendant les 10 années suivantes. Les carrières bâties sur des chiffres gonflés, des plaintes enterrées et une autorité incontrôlée étaient terminées. Non pas parce que quelqu'un avait rempli un rapport, mais parce que 4 civils avaient appuyé sur « Enregistrer ». Le commandeur Darnell Sutton reprit le service. Il partit en déploiement comme prévu, avec le même briefing, la même mission et le même serment qu'il honorait depuis 21 ans. Le raid ne l'arrêta pas. Les marques à ses poignets cicatrisèrent. Celles infligées à sa famille prendraient plus de temps. Avant son départ, il prit la parole lors d'un événement communautaire à Virginia Beach. Il se tenait à un pupitre en vêtements civils, avec Cal Angstrom à ses côtés, le même homme qui avait refusé de quitter son Porsche quand un agent fédéral lui avait ordonné de rentrer. Sutton parla sans note. « J'ai opéré dans des zones de guerre où les règles d'engagement étaient plus strictes que celles que ces agents ont suivies dans mon allée. Mes enfants ont regardé leur père traité comme un criminel, dans sa propre maison, par des hommes qui avaient juré de protéger ce pays. » Il marqua une pause. « J'ai prêté le même serment. La différence, c'est que moi, je le pensais vraiment. » La salle resta silencieuse longtemps avant que les applaudissements n'arrivent. La famille Sutton utilisa une partie du règlement pour créer un fonds de défense juridique pour les familles militaires et les civils ciblés par des raids fédéraux illégaux. En 6 mois, le fonds avait déjà pris en charge 12 dossiers. Denise Chamberlain rejoignit le conseil consultatif. La vidéo des Parker, désormais vue plus de 19 millions de fois, Dan fut intégrée à un programme de formation imposé par le DHS sur les biais raciaux. Chaque nouvel agent de l'ICE à travers le pays devrait désormais regarder les images d'un commandeur des Navy SEAL décoré, saignant dans sa propre allée pendant que sa fille pleure dans l'embrasure de la porte. Quelques semaines après le départ en mission de Sutton, Vanessa partagea une rédaction scolaire, écrite par Naomi, sur une personne qu'elle admirait. Le texte était court, l'écriture était appliquée, les mots étaient simples. Mon papa protège des gens qu'il n'a jamais rencontrés dans des pays lointains, mais personne ne l'a protégé dans notre allée. Quand on regarde des images comme celle-là, elles restent en tête, n'est-ce pas? Certaines scènes ne vous quittent plus, surtout tard dans la nuit, quand vous essayez de vous endormir. Et justement, mais en parlant de sommeil, si vous êtes du genre à rester réveillé à 2 ou 3 heures du matin, l'esprit qui tourne sans pouvoir s'arrêter, je sais à quel point c'est frustrant. Vous êtes épuisé, mais votre cerveau ne s'éteint pas. Et le pire, c'est que moins vous dormez, plus tout empire. Votre énergie s'effondre, votre humeur aussi. Tout devient plus difficile qu'il ne devrait. J'ai lutté contre ça pendant des années. J'ai essayé la mélatonine, le bruit blanc, le lait chaud. Rien ne tenait sur le long terme. Puis j'ai découvert quelque chose appelé le programme 30 Day Uninterrupted Sleep Reset. C'est un programme fondé sur la science. Pas de pilules, pas de médicaments. Il réentraîne réellement votre cerveau à dormir toute la nuit. 7 à 8 heures ininterrompues. En 30 jours, il reprogramme votre système de sommeil. Et une fois terminé, vous gardez les résultats. Il existe même un plan de maintien pour éviter de rechuter. Écoutez, si vous avez tout essayé et que rien ne tient, c'est différent. Regardez le lien dans la description. Sérieusement, essayez-le. Et on se retrouve dans la prochaine histoire.